Salut Julien, merci de nous rejoindre sur ce Salut podcast Valentin. un petit peu spécial qui ne sortira pas un dimanche soir comme à l'accoutumée et qui ne traitera pas non plus d'un projet ou d'un sujet crypto, mais d'une analyse géopolitique de ce conflit russo-ukrainien et des sanctions économiques que sont en train de prendre l'Europe et le reste du monde envers la Russie et de justement comment Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient rabattre les cartes de ce conflit en cours. Julien Bouteloup, on a eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises sur Cryptost, mais plutôt avec ta casquette de responsable DeFi et de spécialiste de la finance décentralisée, puisque tu travailles dans les plus gros projets de cet écosystème, StakeDAO, Curve Finance et aussi Rect. Mais ce n'est pas tellement avec cette casquette que je te reçois aujourd'hui, mais plutôt par ton background. Tu as travaillé dans la haute finance, donc tu auras une connaissance particulière de ce sujet-là pour essayer de comprendre ce que ça veut dire de bannir la Russie de SWIFT et de comment justement Bitcoin pourrait être une alternative aux échanges mondiaux pour la Russie. Et puis avec ta casquette aussi, puisque tu as travaillé dans 2 ans à la sécurité défense, donc avec cette casquette également pour comprendre un petit peu les enjeux en cours et encore une fois, comment les crypto-monnaies et Bitcoin peuvent permettre à des Ukrainiens de continuer d'utiliser et d'échanger de la monnaie alors que les plafonds de retrait ont été abaissés par la Banque centrale. Et puis pareil, côté Russie, de voir comment Bitcoin et les crypto-monnaies et la blockchain pourraient continuer, enfin leur permettre de continuer d'échanger dans le monde entier leurs marchandises et de la valeur. Donc ça pourrait contribuer à l'incertitude mondiale puisque du coup les sanctions économiques de l'Europe pourraient perdre un petit peu de leur force grâce à ces technologies. Merci beaucoup de nous rejoindre encore une fois. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas avant qu'on échange plus profondément sur ces sujets, s'il te plaît? Bien sûr, donc déjà, bien, merci de recevoir. Toujours un plaisir d'être accueilli sur Cryptost. Donc moi, c'est Julien Bouteloup, donc ça fait un bout de temps que je suis dans l'écosystème de la blockchain, de la crypto. Donc mon background, c'est ingénieur, computer science et système embarqué. Donc background en programmation et en machine learning. Et j'ai travaillé, comme tu as dit, dans la finance, la finance traditionnelle, hedge fund, toutes ces choses-là, donc trading, arbitrage, dans la sécurité défense. Donc j'ai fait 2 ans à la sécurité défense. Et depuis mon activité dans la blockchain, ça a été construire des différents projets. J'ai construit un des premiers projets, je pense, sur Ethereum qui s'appelait IDBox, qui faisait de l'identité dans les pays en voie de développement. Ensuite, après, j'ai eu plusieurs autres projets. Et maintenant, StakeDAO, qui est un échange décentralisé. Je suis aussi partie de Curve, qui est le plus gros auto-market maker sur la DeFi, avec plus de 20 milliards d'assets. Blackpool, qui est le fonds décentralisé du monde du NFT. Rect, qui est l'investigation très poussée au niveau des hacks et des différentes vulnérabilités dans l'écosystème de la DeFi, mais aussi tout ce qui est opinion et vision du monde qu'on est en train de construire. Est-ce que c'est un Eldorado ou alors simplement renforcer les vices du système précédent? Et ensuite, Stake Capital, qui est un hedge fund, un quant dans le monde de la finance décentralisée avec investissement et différentes actions sur la finance décentralisée. Et Voilà. avec toute cette vision-là, justement, tu as pu regarder d'un œil particulièrement averti ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie et même l'Europe et le reste du monde. Et les sanctions économiques qu'ont pris l'Europe à l'égard de la Russie. Et c'est tombé il y a quelques jours, effectivement, c'était en questionnement. La Russie sera donc bannie du système SWIFT. Ça rentre directement en écho avec Bitcoin et le thread qu'on va développer ensemble. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est ce réseau-là et est-ce que ça peut vraiment avoir un impact pour la Russie ou pas? Alors, le réseau SWIFT, il faut savoir que toute transaction mondiale, ou alors euh, pratiquement 100%, parce que la Chine a aussi construit son propre réseau récemment, il faut savoir quand vous faites un paiement via Visa ou Mastercard, qui sont des sociétés privées, eux en fait se basent sur un protocole. Il faut savoir que les systèmes protocolaires, les protocoles ne sont pas apparus avec la blockchain ou la crypto. Donc il y a des protocoles qui existent déjà à l'extérieur, mais qui ne sont pas en fait ce qu'on appelle des protocoles décentralisés. Donc notamment Swift, qui est un protocole de paiement qui permet en fait l'interconnexion des différents systèmes bancaires dans le monde, des plus grosses banques mondiales. Donc quand vous faites un paiement sur Visa, Mastercard,
vous utilisez le système de protocole SWIFT, qui est un protocole de permet d'échange de transactions. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir que quand vous faites une transaction, quand vous achetez quelque chose, je sais pas, à Carrefour, à Leclerc ou sur Internet, il faut savoir en fait que vous faites pas vraiment des transactions en temps réel. En fait, ce qu'on appelle en fait dans le monde anglo-saxon un credit score, c'est un système de crédit qui est associé à votre profil et votre banque en fait vous autorise un plafond de retrait et en fait en fonction du crédit que vous avez, c'est pour ça que quand vous êtes étudiant, vous avez souvent un plafond de retrait qui est relativement bas. Et donc, quand vous allez, par exemple, aller chercher de l'essence à la station-service, on vous retire, même si vous faites, je sais pas, vous aviez un scooter ou pour mettre de l'essence, vous mettiez 10 euros ou 20 euros. Si vous aviez sur votre carte bancaire que 80 euros ou moins que ça, vous pouvez pas retirer de l'essence, même si vous les retirez moins que ce que vous avez sur votre compte. Ce qui est assez étrange. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les transactions bancaires, ce qu'on appelle en fait un système de settlement, ils doivent se faire dans le monde entier. Et donc SWIFT permet cet échange de transactions et a une limite totale, vu que c'est un protocole. Donc on parle pendant le Black Friday, donc pendant le plus gros jour de l'année ou pendant décembre, le nombre de transactions par seconde, on a à peu près dans les 40 à 50 000 transactions par seconde. Et donc ça utilise le protocole. Et du coup, en interdisant la Russie d'utiliser ce service-là, on les coupe d'une partie des échanges mondiaux, quoi. Alors en fait, si on coupe en fait l'ensemble des Russes du système SWIFT, c'est-à-dire en fait qu'on leur interdit des échanges dans le monde entier, de permettre en fait de faire des échanges au niveau des banques, mais c'est pas en fait au niveau citoyen, c'est aussi au niveau interbancaire, donc pouvoir faire des échanges entre eux. Et ça, c'est pour ça, c'est un énorme impact sur l'économie russe. Et c'est pour ça qu'on a vu en fait que la monnaie russe s'est effondrée de 30% à l'annonce, parce qu'en fait, ça permet en fait de isoler complètement la Russie de ce système SWIFT qui permet de faire des échanges intermondiaux. Mais après, comme on disait, donc là, on va peut-être y revenir après, il y a d'autres systèmes qui sont en parallèle, et donc notamment la crypto, et aussi le système chinois qui s'est monté ces dernières années. Ouais, effectivement, et ça sera tout le sujet de ce podcast, d'avoir les crypto-monnaies et Bitcoin comme alternative. D'un point de vue géopolitique, est-ce qu'isoler la Russie aujourd'hui, ça a un vrai impact ou est-ce qu'elle a la capacité de continuer de discuter et d'échanger avec d'autres parties du monde? On sait que la Chine a dit qu'elle serait toujours dans le coin. Ou est-ce que c'est un vrai impact ou pas plus que ça? Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est l'échiquier, c'est c'est là, c'est vraiment une partie d'échec. Hein. C'est-à-dire en fait, jusqu'à quand en fait, il faut savoir en fait que on n'a pas tendance à le dire souvent, mais il faut savoir que l'Europe est la première puissance économique mondiale. Hein. Et si l'Europe avait une défense commune, ce serait la première puissance militaire aussi. C'est parce qu'en fait, on n'a pas ça c'est par rapport à la deuxième guerre mondiale, à la suite à la deuxième guerre mondiale, quand la création de l'Europe a toujours été dans un système de défense et non d'avoir une situation commune au niveau militaire. Ça pourrait changer. Il faut savoir que là récemment, hier ou avant-hier, l'Europe a annoncé aller donner militairement des fonds pour acheter des armes. C'est une première, c'est une grande nouveauté dans l'Europe et moi ça me donne des frissons parce qu'en fait il faut savoir en fait que c'est pas donc c'est la première fois que l'Europe prend une décision militaire, mais aussi en moins de 24 heures. Donc une unanimité des pays de l'Union européenne qui ont voté ce système. Et donc en fait il faut savoir en fait que si la Russie est isolée du système SWIFT, ça a des répercussions économiques sur l'Europe parce qu'en fait avant d'avoir l'arme nucléaire, la Russie a surtout l'arme du gaz. Le gaz est considéré comme un impact économique avant l'arme nucléaire, comme la plus grosse arme de la Russie. Parce que le gaz permet de faire fonctionner l'économie européenne, il ne faut pas se cacher, les usines, mais aussi la majorité des pays se chauffent au gaz et font tourner l'économie. On pourrait prendre pour l'agronomie, pour nourrir ou pour aller faire l'agriculture, c'est le gaz derrière qui fournit des différentes usines. Donc en fait, la Russie a un atout, une pièce maîtresse qui est le gaz. Et nous, les couper du réseau SWIFT, c'est aussi ne plus permettre de payer le gaz. Donc indirectement, ça aussi, on pourrait toujours trouver des moyens en cash pour payer les différents fournisseurs de gaz. Mais encore faut-il après que la Russie. Je sais que Poutine apparemment a annoncé il y a quelques heures qu'il allait se focaliser sur les différentes sanctions que l'Europe vient de mettre en place.
Et on pourrait voir dans les quelques heures qui viennent un coupage, donc que la Russie coupe complètement les gazoducs qui alimentent l'Europe actuelle. Et donc forcément, ces dernières années, avec le lobby qui a été en Europe, l'Allemagne a coupé ses centrales nucléaires pour se mettre sur le charbon, mais plus précisément sur le gaz, plus 60% de ce qu'elle importe. Donc c'est impressionnant. Donc là, il y a vraiment, le Covid a permis de voir en fait qu'il y avait un manque de souveraineté de l'Europe par rapport aux puissances, par rapport aux pays, la mondialisation. Mais là, avec l'arrivée d'une guerre aux portes de l'Europe, et si l'Ukraine rejoint l'Europe, c'est dans l'Europe, là on voit qu'il y a même aussi en fait une manque de souveraineté par rapport à ces ressources naturelles, qui sont plus que achat de pièces électroniques ou de vêtements, mais aussi là on cite pour ces usines militaires, son économie, et aussi pour les citoyens qui vivent tous les jours en Europe. Et on le voyait effectivement, et ça a été largement commenté sur les plateaux télé et dans la presse, que ces sanctions économiques qui sont prises contre la Russie pèsent aussi sur l'Europe. Et là, tu viens de l'incarner. Mais on l'a vu depuis quelques jours, le prix du rouble, donc de la monnaie russe, explose. Tu parlais d'un premium il y a quelques minutes. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que ça implique justement d'avoir une monnaie qui se dévalue par rapport au reste du monde, ou en tout cas qui a un premium important? Déjà, le fait que l'Europe vienne de choisir en fait d'écarter la Russie du système de paiement dominant dans le monde, c'est aussi que la banque centrale russe va pas pouvoir faire ses emprunts sur le marché. Donc en fait, ce que l'Europe veut faire, c'est d'étouffer l'économie russe et notamment d'étouffer la guerre. C'est-à-dire en fait que là, à l'heure actuelle, il faut savoir que les soldats russes, ils sont payés, ils ont des salaires, jusqu'à preuve du contraire, ils travaillent pas gratuitement, quoi. Donc en fait, ce que l'Europe veut faire et le reste du monde, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Europe qui est mis dans cette décision, il y a aussi les Américains, l'Océanie, les pays en Asie. Donc là, en fait, ce serait vraiment d'étouffer, économiquement parlant, le fait d'aller financer cette guerre et tout ce qui s'ensuit. Donc ta question, c'était? Est-ce que ça a un vrai, enfin, quel est l'impact du coup d'avoir une monnaie qui se dévalue par rapport au reste du monde pour les échanges mondiaux dans un premier temps, puis effectivement pour le fonctionnement du pays en interne dans un second temps? Déjà, pour la Russie, c'est impossible de faire des importations parce que sa monnaie, directement par rapport au reste du monde, là, elle vient de prendre. Sur les 10 dernières années, je crois qu'on parle de 4 fois des values de la monnaie. Là, en l'occurrence, en quelques jours, depuis le début de la guerre, ça a fait moins 50%. À 30% hier avec Swift. La banque, une des banques, je crois que sur le marché, elle a perdu. C'est impressionnant. Je crois qu'on est passé de $20 la price de l'action. Je crois que c'est quelle banque? C'est on est sur voilà Bank. On est passé de $20 à moins de 1 dollar depuis l'annonce. Donc là, une énorme chute. Donc forcément, tous les Russes vont essayer de retirer leur argent aussi au niveau banque. Les banques vont fermer au guichet. Donc impossibilité pour la Russie de faire des achats sur le marché international, au moins d'avoir des réserves en dollars, puisque l'euro ne veut plus rien, donc ça sert plus personne ne veut acheter. Hein, c'est pas sorcier. Et ensuite sur l'économie mondiale, donc permet d'avoir des importations, parce que jusqu'à preuve du contraire, la Russie, ce qu'elle a bien fait, par contre, c'est que sur les 10 dernières années, donc il faut pas penser que Poutine s'est mis sur les 6 derniers mois en mettant sur la scène publique que l'OTAN, que l'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN. Ça, c'est un discours qui est complètement loufoque. Le fait est que Poutine a planifié ce move, cette décision d'envahir l'Ukraine depuis très longtemps. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les 10 dernières années, la Russie a récupéré des milliards et des milliards dans ses caisses en assets, donc en dollars et aussi en autres biens, en or. Donc en fait, pour pouvoir être indépendant s'il y avait des sanctions économiques internationales. Donc là, on va voir dans quelques heures ce que Poutine va dire.
Et en parallèle de ça, effectivement, il y a quelques semaines, on a vu Poutine se prononcer en faveur de Bitcoin et en faveur des crypto-monnaies, en faveur du minage. Ça va dans le même sens que ce que tu viens d'annoncer là. Et là, ça fait justement écho à l'analyse que tu as faite en quelques tweets sur Twitter, que la Russie pourrait utiliser Bitcoin pour contourner les interdictions, notamment du réseau SWIFT. Et donc, que Bitcoin pourrait, d'une certaine manière, alimenter une incertitude mondiale, puisque l'Europe n'aurait pas la main pour imposer des sanctions en Russie. C'est vrai que c'est une analyse qu'on n'a pas trop vu passer, qui peut être correcte. Est-ce que tu peux la développer un petit peu, cette vision que Bitcoin pourrait continuer d'instaurer de l'instabilité dans le monde? Alors, ce qu'on est en train de vivre depuis une dizaine d'années, depuis Satoshi Nakamoto qui a créé la monnaie digitale, après cette vision idéalistique d'un monde sans frontières et de pouvoir échanger des valeurs, ça existe depuis très longtemps, hein, aussi depuis la Première Guerre mondiale, depuis les 1900, même avant. Donc là, ça s'est vraiment réalisé. C'est-à-dire que là, on est vraiment rentré dans une révolution industrielle avec le fait de pouvoir échanger des valeurs et notamment de l'argent au niveau mondial. Tout comme la découverte du nucléaire, l'une des premières actions de cette découverte a été la bombe nucléaire. Donc il faut savoir en fait que dans toute révolution industrielle, il y a les bons acteurs et les mauvais acteurs. Toute nouvelle technologie qui a pour but de transformer ou de révolutionner notre façon de vivre aura aussi des conséquences dramatiques. On peut, à l'heure actuelle, il doit y avoir des milliards et des milliards de couteaux dans le monde, et pourtant la majorité de ces couteaux-là sont utilisés pour manger. Mais ils peuvent être aussi déviés et utilisés pour faire des choses mauvaises. Là, en l'occurrence, la technologie qu'on est en train de développer et qui est depuis plus d'une dizaine d'années en développement, c'est une technologie. Le pilier premier de cette technologie-là, c'est qu'en fait, on peut pas l'arrêter, on peut pas le stopper. Et vu qu'on peut pas le stopper, elle est aussi utilisable et utilisée par tous. Et donc, en fait, si on arrive à atteindre cette vision qu'on a déjà, je pense, atteint, n'importe qui a besoin de se financer peut utiliser cette technologie, vu qu'elle est ouverte à tous et utilisable pour tous. C'est vraiment les prémices et c'est aussi la vision de cette technologie. Et forcément, quand on a un pays, à l'heure actuelle, sur les dernières décennies, il faut savoir que la bombe nucléaire, les analystes et les économistes s'accordent à dire que la bombe nucléaire a été utilisée indirectement pour fournir la paix, puis qu'en fait, elle est un outil de terreur, qu'en fait, dès qu'une personne mentionne une bombe nucléaire, ça fait fuir n'importe quelle action. Donc en fait, elle est utilisée pour dire, écoutez, on peut pas attaquer, on peut pas faire ça, parce qu'on a tous la bombe nucléaire, et qu'en l'occurrence, à l'heure actuelle, avec les quantités astronomiques de tonnes de bombes nucléaires qu'il y a sur la Terre disparaîtrait. Donc c'est un peu alors je sais plus comment on appelle ça, cette façon on peut pas le mentionner parce que c'est pratiquement impossible à imaginer. Et là, en l'occurrence, les sanctions qui ont été mises en place ces dernières années, c'est des dernières décennies, comme par exemple en Iran, en Corée du Nord, c'est des sanctions en fait qui sont des sanctions d'embargo, qui sont des sanctions en fait qui permettent de pas accéder à l'économie. Et donc comment on fait? On bloque les tunnels d'approvisionnement économique. Donc par exemple, ne pas permettre à un pays de pouvoir faire des emprunts, de pouvoir utiliser la monnaie dominante qui est en l'occurrence le dollar. Donc pouvoir en fait, faut savoir que les prix du pétrole sur les marchés, ils sont price en dollars. Tout se fait en dollars. Et quand vous n'avez plus accès au dollar, vous n'avez plus accès à la possibilité de vendre ou d'acheter. Et le dollar, en fait, est vraiment c'est un peu comme le dieu sur les marchés financiers. Il faut savoir, par exemple, j'en avais déjà parlé, mais qui n'a rien à voir. Par exemple, quand on s'était plaint pendant le Covid que les masques en France n'étaient pas arrivés sur le continent français, je crois que j'en avais déjà parlé dans cette émission. Il faut savoir en fait que la raison, c'est pas parce que en fait le président de la République ou autre politique n'avaient pas fait bien leur coup, c'est qu'en fait les masques étaient mis dans les avions sur le tarmac en Chine, et les Américains sont arrivés sur le tarmac et ont proposé une valise en dollars au lieu de payer en euros. Et forcément les Chinois ont accepté et ils ont vidé l'avion de masques qui était en direction de la France pour les mettre dans les avions américains. Il faut savoir que donc, ce que je veux dire en fait que l'arme fatale à l'heure actuelle sur le marché, c'est le dollar. Et quand vous coupez l'accès,
ça devient extrêmement dangereux. Mais là, vu que maintenant on a la crypto-monnaie, ou le système parallèle que le système chinois a développé, qui fait compétition au système SWIFT, les Chinois, à l'heure actuelle, la Chine ne s'est pas encore positionnée par rapport au conflit russe-ukrainien, même si elle a demandé la désescalade et d'arrêter l'invasion. La Chine pourrait être un premier partenaire de la Russie. Et donc fournir son moyen de protocole de paiement pour pouvoir indirectement, qu'est-ce que ça ferait? Ça passerait par la Chine, les ventes ou les importations, et ça reviendrait sur notre continent européen. Parce qu'en fait, nous, on n'a encore pas coupé, à l'occurrence, ce que je sache, les différents échanges avec la Chine. Donc, ça serait juste en fait mettre un proxy, mettre en fait un nuage de fumée, au lieu d'aller directement en Europe, les échanges, par exemple, le gaz, les cargos, même si les importations de gaz, ça coûte extrêmement cher, c'est même passé par les gazoducs, on pourrait passer très bien par l'Asie. Et en fait, ça ferait juste ralentir le financement de la guerre, ralentir l'agenda de Poutine, mais sans pour autant vraiment lui mettre une énorme balle dans le pied. Et ça pourrait être la même chose avec l'or, mais là, il choisirait Bitcoin ou une autre crypto-monnaie parce que c'est plus facile de l'envoyer ou carrément, tu penses qu'il créerait un protocole ou une monnaie entre eux, comment ça prendrait forme? Poutine, déjà, peut-être, je sais pas, j'ai pas entendu parler. Apparemment, vu que les banques centrales avaient sur leur emploi du temps et leur agenda de créer leur propre monnaie digitale et que la Chine a dit que c'était en 2002 qu'ils aimeraient bien la mettre en place, pour l'instant, ça n'a pas encore été mentionné. J'espère que ça ne sera pas mentionné, mais ce serait pas étonnant que la Russie se tourne vers la monnaie digitale nationale chinoise pour pouvoir aller financer son économie et pouvoir en fait se retourner au lieu d'aller faire les premiers échanges en Europe, faire les échanges sur l'Asie. Et donc la crypto-monnaie serait un moyen extrêmement efficace, rapide, pour pouvoir contourner les sanctions économiques des Occidentaux ou même des restes des pays dans le monde. Là, on l'a vu que l'Ukraine, sur son canal principal de publication sur Twitter, a annoncé le déploiement de wallets Ethereum et Bitcoin pour pouvoir financer. Et en quelques heures, on est arrivé à plus de 3 millions de dollars. Donc là, je pense que avec cette guerre potentiellement qui peut tourner vers une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, en l'occurrence, mais sur le devant de la scène, la crypto comme moyen de contourner les sanctions économiques, mais aussi d'aider les pays qui sont sous la menace d'autres pays de pouvoir financer leur défense. Donc là, on arrive vraiment comme un outil incontournable de cette nouvelle décennie. Et effectivement, on enregistre ce podcast lundi matin, il est 13h déjà, heure française, et il y a plus de 18 millions sur les adresses du gouvernement ukrainien qui ont été reçues, majoritairement en Bitcoin, donc en moins de 24 heures. Ouais, en moins de 24 heures. Et on a effectivement... L'Europe a annoncé sous 24 heures, décision unilatérale de fournir, je crois, 300 millions de dollars en fonds, ou c'est les États-Unis. Et là, la crypto, ce que fait en moins de 24 heures, permet d'accéder à l'argent, au fonds, directement, sans pouvoir attendre la décision de n'importe qui. Et c'est financé par le monde entier. C'est incroyable. Effectivement. Et il y a 4 millions, une grande partie en Ether, Altcoin et Bitcoin. Et il y a, a priori, entre 1 et 2 millions en USDT. Une fois qu'ils ont cet argent, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils la renvoient directement sur les wallets des soldats, des citoyens. Est-ce qu'ils doivent la ressortir? Est-ce qu'on sait un petit peu déjà comment ils dispatchent un peu cet argent-là? Alors, une bonne question. Je sais que les organisations, donc moi, j'ai donné, avant l'annonce de l'Ukraine, ces wallets, j'avais regardé pour voir des associations. Donc, j'ai donné à différentes associations donc 3 associations, une qui est civilienne, donc qui permet en fait de fournir des draps, à manger, des choses comme ça. L'autre qui est cyberattaque, donc ça on pourra, je pense, en parler aussi dans le restant de cette interview. Et la troisième chose qui est journaliste. Donc en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a dans ce conflit 3-4 gros piliers. La propagande, qui est beaucoup plus efficace que des militaires sur le terrain. Ensuite, on a le journalisme, la crypto. Ensuite, on a tout ce qui est cyberattaque, les hackers. Donc là, en fait, on rentre avec ce début de cette nouvelle
façons de faire la guerre, dans les différentes choses que les films nous parlaient dans ce qu'on appelle le dystopian dreams, où en fait les choses, voilà, que c'est une nouvelle façon de faire la guerre. Et je pense à l'heure actuelle que je ne sais pas si les institutions acceptent la crypto en Ukraine ou les militaires. Donc je pense qu'ils doivent passer par des exchanges pour pouvoir aller, ce qu'on dit, pouvoir cash out, donc en dollars, pour pouvoir les financer les différents acteurs sur les marchés. À mon avis, c'est le scénario que je vois. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Je n'ai aucune connaissance de ces choses-là. Mais s'ils veulent aller extrêmement rapidement, s'ils veulent aller rapide sur les marchés, je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'ils font. Ils vont, ou alors ils passent par leur système bancaire. Je serais pas étonné que les banques ukrainiennes, avec l'afflux de ces cryptos, permettent en fait d'avoir un échange OTC avec des acteurs sur les marchés, des marchés de la finance décentralisés. Et, Partenariat. et effectivement, l'autre usage des crypto-monnaies, pour le coup, c'est en Ukraine, c'est beaucoup utilisé, c'est pour bypass les interdictions des banques centrales de retirer de cash out. Tu disais, il y a certaines qui vont peut-être faire faillite en Russie. Eh bien là, il y a quelques jours déjà, hein, l'Ukraine a aussi plafonné certains retraits, donc il y a eu une explosion de l'utilisation des crypto-monnaies en Ukraine. Finalement, on se rend compte que quelques mois après la crise sanitaire, et on est en partie dedans encore, avec cette géopolitique mondiale, Bitcoin, pour tout ce pourquoi il a été créé, est en train d'être testé aujourd'hui depuis plusieurs semaines, et il a l'air totalement de fonctionner, que ça soit alors d'un point de vue prix, parce qu'il n'a pas l'air de trop baisser la tête, mais aussi d'un point de vue utilisation, où on se rend compte globalement avec tous ces usages-là que la spéculation, c'est un point qui est en train de reculer par rapport aux usages réels de la crypto, quoi. Mais indirectement, si la Terre n'explose pas avec des bombes nucléaires, ce que le monde va réaliser, c'est que euh, il est, euh, il est impossible de combattre les mathématiques. Et et la théorie des jeux, ce qui a été créé ces 12 dernières années, voire plus, blockchain, qui a été largement critiqué par les acteurs, par les politiciens, par les gouvernements, mais les gouvernements à l'heure actuelle qui essayent de tirer profit maintenant de la crypto ou de la blockchain, on va vraiment réaliser que dans le monde entier, que la blockchain n'est pas une fraude, n'est pas, n'est pas un scam, et qu'elle peut être utilisée à faire énormément de choses dans la vie de tous les jours, notamment des transferts bancaires internationaux, mais aussi des transferts de valeurs, des enregistrements de biens, des choses. Et donc là, oui, en l'occurrence, si malheureusement, si il s'avère instoppable de stopper les financements illégaux ou les financements en Russie, choses comme ça, ce sera une des bonnes. On verra que oui, la blockchain est instoppable, est infalsifiable et est un outil incontournable de notre époque. Et tu parlais effectivement tout à l'heure des attaques informatiques. Là aussi, par rapport aux choses centralisées, Bitcoin surperforme et clairement, aujourd'hui, Bitcoin n'a jamais été hacké. On voit, je mettrai dans la description, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est assez parlant, un site où on voit toutes les attaques qui partent en Russie, en provenance de la Russie ou en direction de la Russie. Il y a une guerre, comme tu disais aujourd'hui, qui n'est pas que sur le terrain, qui est aussi sur le cyber, comme on l'appelle. Est-ce qu'elle menace, là aussi, nos institutions et est-ce qu'elle menace nos services qu'on utilise tous les jours en Europe pour se parler ou ailleurs? Clairement, je pense, un des plus gros aspects de cette guerre, notamment qui a été négligé par les institutions européennes et par le continent européen. C'était en fait la guerre. Je me rappelle encore, 15-20 ans, qu'on rigolait au nez des gens qui disaient les hackers ou qu'il y aurait une guerre, une cyberattaque ou une cyberguerre avec des robots qui sont sur le terrain, des choses comme ça. À l'heure actuelle, il s'avère, en fait, je disais tout à l'heure qu'une des armes de Poutine, qui est bien plus grosse, parce qu'elle peut être appliquée directement, c'est le gaz. Une deuxième arme de Poutine, c'est le cyberattaque. Il y a une culture du hacking en Russie, dans les pays de l'Est, qui est incroyable. Donc, les développeurs russes, ils sont extrêmement bien formés, éduqués. C'est une culture, hein, c'est une culture du bloc de l'ex-soviétique, c'est une culture
de l'informatique, c'est une culture des mathématiques et de la physique. Et c'est pour ça qu'en fait, ça leur donne une énorme avance parce que ce que Poutine a fait, il a développé cette culture et il a créé des énormes task groupes pour aller faire la cyberattaque. Mais on l'a vu sur les élections américaines avec Trump, on l'a vu sur la sortie du Brexit, qui a été démontré que ces différentes élections ou ces différents mouvements ont été financés par la Russie. Donc, comme on disait, première arme, le gaz, deuxième arme, les cyberattaques, et la troisième, c'est la propagande. Donc, les cyberattaques, en l'occurrence, sur l'Europe, elles vont être agressives sur les mois à venir. Il faut savoir, en fait, que là, en se positionnant, et surtout la France, avec Macron qui lead le Conseil européen et qui lead, il faut savoir que sur le plan international, qu'on le veuille ou non, Biden est dans les choux. Il n'a pas du tout cette prestance, cette stature pour pouvoir lead le conflit européen. Et je pense que c'est même pas à lui de le prendre. C'est un des acteurs de l'Europe, c'est à l'Europe, parce qu'à l'heure actuelle, on est vraiment sur le continent européen. Et je pense que donc là, à l'heure actuelle, Macron a pris ce lead. Il discute avec des leads diplomatiques. Donc, c'est pour ça que les politiciens qui se présentent à l'élection présidentielle française sont en train d'avoir peur, parce que indirectement, forcément, ça ne laisse plus aucune place pour le débat politique, pour cette présidentielle qui arrive dans quelques semaines. Et là, ils viennent de pousser d'autres personnages, comme Nicolas Sarkozy, pour aller sur le plan diplomatique, pour aller parler avec ces acteurs. Je reviens sur les cyberattaques. Je pense qu'on n'est pas préparé à ce qui peut se passer. Parce que les cyberattaques, c'est bien plus puissant qu'une présence militaire. Vous pouvez très bien arriver à faire en sorte d'aller contrôler une centrale nucléaire, d'aller contrôler les bases aériennes. Imaginez si, du jour au lendemain, dans Paris, en énorme fréquentation, vous tournez, vous manipulez les feux rouges, vous manipulez l'eau potable. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, puisqu'en fait, on est rentré dans un monde qu'on appelle hyper connecté. Et donc, forcément, quand c'est hyper connecté, c'est hyper dangereux. Donc aujourd'hui, c'est déjà possible effectivement de prendre le contrôle des feux rouges ou de l'eau potable en France. Je pense que si vous avez les sécurités les plus élevées sur certains systèmes bancaires et qu'ils arrivent à être hackés, alors tout système qui n'est pas décentralisé, tout système qui est centralisé et qui a un middleman est théoriquement parlant possible de traquer. Quand vous partez de cette prémisse, dans cet axiome, tout ce qui est connecté au système Internet, l'une des plus grosses attaques, je ne sais pas si vous le savez, mais un des plus gros virus sur le système d'Internet, c'est en fait de contrôler. Parce qu'en fait, en fait, quand vous faites du DDoS, une attaque très simple, quand vous faites ce qu'on appelle en fait d'envoyer des requêtes énormément pour aller faire tomber l'appareil de l'autre côté, au lieu d'aller demander de la ressource de puissance de calcul, vous hackez les appareils connectés, notamment ce qu'on appelle les caméras, les CCTV, des caméras que tout le monde installe chez eux ou PC. Vous les hackez, vous demandez à ces appareils d'envoyer des requêtes concentrées vers un seul point. Et en fait, ça permet de faire tomber un site. Par exemple, ce que fait les Anonymous quand ils font tomber le site russe rt.news, ou qu'ils vont faire tomber la propagande, ou quand ils vont faire autre chose. C'est un peu de ce genre d'attaque qu'ils utilisent. Donc des attaques groupées dans le monde entier. Mais ces attaques, en fait, il faut savoir que ces TV-là ont aucune sécurité. La sécurité est zéro. C'est des appareils qui coûtent pas cher. Vous achetez, ça coûte 10 balles. Vous les branchez sur votre, voilà, vous planquez sur votre balcon pour aller filmer la porte, le Porsche. Et en fait, indirectement, quand ils sont dans le monde entier, ça vous permet d'avoir des attaques groupées internationales qui sont concentrées dans un seul endroit. Il faut savoir, par exemple, si un site était target, en principe, je sais pas, vous avez un site sur Amazon ou sur Vercel, si vous avez une attaque groupée, c'est soit vous avez un système de load balancer qui, lui, ce qu'on appelle de l'élastique, qui va permettre en fait de scaler. Donc là, votre facture elle monte à des centaines de milliers de dollars, ou là, vous faites un switch et vous shut down. Et c'est pour ça que ça shut down. Ouais. Parce qu'économiquement parlant, vous ne pouvez pas arriver à combattre une attaque. Donc ça, c'est des attaques extrêmement basiques. Après, vous avez des attaques qui sont beaucoup plus compliquées. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il nous faut un système en Europe, un système de défense commune
et aussi un système de cyberattaque commune. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu parlais d'un scénario un peu catastrophe où effectivement là on prend le contrôle de points importants en France et en Europe, mais il y a aussi cette guerre économique qui peut être incarnée par l'attaque informatique où on ferait très mal à l'économie française ou européenne en attaquant nos grosses entreprises qui sont pas du tout préparées à ça, à qui on explique à peine à faire attention au phishing alors qu'effectivement là la menace est bien supérieure, quoi. Exactement. Je pense on est sous-préparé. Économiquement parlant, on a quand même les reins solides. On pourrait tenir des mois. On a quand même des réserves, même des réserves en gaz. On pourrait tenir des semaines. Après, l'été arrive. C'est ça qui est assez intéressant dans le monde de la blockchain, de la crypto et aussi le reste. C'est qu'en fait, c'est des actions macroéconomiques qui ont des répercussions microéconomiques. Mais aussi, il faut comprendre en fait les enjeux mondiaux. Et c'est un peu comme jouer au jeu risque. Et donc, notamment, on l'a vu ces derniers mois avec Curve Finance, qui est l'auto-market maker, qui avait ce qu'on appelle des acteurs qui ont essayé de prendre contrôle de Curve, mais indirectement, ce que ça a fait, ça aussi, c'est aussi des acteurs derrière qui sont Gemini, Coinbase, choses comme ça, qui ont leur propre dollar et qui poussent à des énormes intérêts pour pouvoir imprimer du dollar derrière. Et ce qui est intéressant dans le monde de la crypto, c'est qu'en fait, ça permet en fait d'avoir un œil sur tout ce qui se passe mondialement. Vous n'êtes pas isolé, mais c'est vraiment des répercussions économiques et des répercussions sociétales qui peuvent être vécues en temps réel par les différentes populations. Et en Europe, le problème c'est que le Covid a montré un manque de souveraineté de l'Europe, mais là avec une guerre comme ça remonte encore ça permet en fait d'augmenter cet aspect. Donc notamment, il faut savoir que l'Ukraine produit 40% du blé en Europe. Et ce blé-là permet de créer du pain, permet de créer des denrées de tous les jours. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, donc voilà. Et il y a un autre aspect, effectivement, que la crypto pourrait financer dans le meilleur comme pour le pire, c'est la propagande. On sait justement, certaines télévisions ou certains médias russes ont été interdits sur le territoire européen, notamment pour répondre à cette problématique-là. Mais s'il y avait des wallets qui se créaient par des entités centralisées pour se financer cette propagande, ça pourrait être aussi un vrai problème. Exactement. Je pense que c'est déjà à l'heure actuelle en place des entités russes, pro-russes, qui se sont mis en place sur les réseaux sociaux pour aller alimenter cette propagande sur les réseaux. C'est une propagande qui est assez impressionnante, hein, du style que l'Ukraine allait aussi avoir la bombe nucléaire pour attaquer la Russie, que l'Ukraine avait envoyé ses troupes au niveau de la frontière et est en train d'aller et de marcher vers Saint-Pétersbourg et Moscou, que le président ukrainien qui est juif est en fait un nazi, alors qu'en fait ce président a perdu sa famille dans l'Holocauste. Donc on est vraiment à la tête de choses qui sont assez incroyables, que nous occidentaux, si on écoute, on se dit mais comment les personnes peuvent arriver à avaler une telle absurdité, quoi. C'est incroyable. Et pour moi, la propagande, je pense que la propagande c'est la première arme d'une guerre, parce que comment envoyer il faut savoir, on se rend pas compte, mais donc les Russes et les Ukrainiens ont beaucoup de choses en commun, et il y a beaucoup de personnes de Russes qui vivent en Ukraine et d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Il y a beaucoup de personnes et des familles qui sont mixtes. Et comment envoyer des militaires russes qui ont aussi des personnes de leur famille en Ukraine, il faut arriver à leur bourrer le crâne de choses que vous vous réveillez un matin, vous avez envie d'attaquer. Mais comment attaquer votre propre père, votre propre mère ou votre propre frère? C'est incroyable. Pour ça, en fait, c'est la propagande. Comment la motiver je pense que s'il y avait un vote aujourd'hui qui disait quel pourcentage les Russes sont d'accord avec cette guerre, il y aurait très peu de pourcents. Très peu de pourcents. Et c'est la première arme de Vladimir Poutine à l'heure actuelle, c'est la propagande. Et celle-ci peut être financée par la crypto-monnaie aussi. Si on résume un petit peu la discussion pour la recentrer un peu sur la crypto, on a d'un côté le côté positif où on va pouvoir continuer à travers les adresses aider certaines personnes qui ne sont pas forcément bancarisées ou qui sont débancarisées. Mais du coup, donc, toute cette partie-là est intéressante. Et l'autre partie, c'est
un système qui ne s'arrête pas, c'est un système qui ne s'arrête pas et pour la finance, mais aussi pour l'information. On ne pourrait pas, dans un monde crypto, bloquer RT, Sputnik, infliger des sanctions économiques en essayant de mettre des embargos ou ce genre de choses. Et comme on dit, une technologie est neutre. Donc finalement, c'est la vision et la direction qu'on va lui donner dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que, encore une fois, tout ce qu'a taillé Bitcoin a été taillé pour résoudre tous les problèmes qui sont en train d'arriver aujourd'hui, à la suite de la crise sanitaire et aujourd'hui de cette crise géopolitique. Et donc, on est clairement peut-être en train de vivre l'incarnation de ce dont pourquoi Bitcoin et les crypto-monnaies ont été créées, c'est-à-dire continuer de faire fonctionner un monde qui est attaqué de toutes parts. Exactement. Ouais. Continuer. En fait, c'est un peu l'Eldorado. C'est l'Eldorado d'un monde qui est une technologie qui est utilisée par tous, montée pour tous et pour le bien de tous. Mais je pense que le monde n'est pas encore préparé. Il n'est pas encore préparé aux impacts euh, sociétal, économique d'une telle technologie. En fait, je ne sais pas si, je peux poser la question récemment, si la blockchain et la crypto est en fait plus dangereux que l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, elle peut être traquée, elle peut être euh, physiquement parlant, elle peut être aussi stoppée. C'est une technologie qui est centralisée, c'est une technologie non décentralisée, c'est une technologie qui a un seul acteur qui peut être neutralisé. Si, après, il faut savoir que les armes nucléaires, en l'occurrence, avec des balistiques intercontinentales, permettent de voyager dans le monde entier en 1h30. Bon, c'est un peu compliqué quand même d'aller arrêter, mais physiquement parlant, c'est possible. Théoriquement parlant, c'est possible. Une technologie qui est décentralisée, qui est par, euh, par axiome, qui ne peut pas être stoppée, là, on rentre dans un nouveau schéma économique mondial avec des forces de puissance qui vont être différentes. Il faut savoir que depuis l'histoire qui s'est construit ces centaines de dernières années, c'est des puissances militaires, des puissances économiques, c'est comme un jeu risque. Chacun a la bombe nucléaire, chacun permet de se faire peur, choses comme ça. Mais quand vous rentrez dans un monde qui est décentralisé, accessible pour tous, qui peut être construit par tous, là vous rentrez dans un nouveau schéma. Il n'y a plus de frontières, et donc ça fait peur, ça fait peur. Et dernière question, est-ce que tu penses que justement l'Europe pourrait instrumentaliser Bitcoin et dire que voilà, c'est la Russie s'en sert et qu'il faut l'interdire? On sait déjà qu'ils sont un peu en train de durcir le ton sur tous les points de régulation, sur le proof of work, mais avant même que ce conflit démarre, est-ce que ça pourrait être un instrument, est-ce que ça pourrait être instrumentalisé par l'Europe et est-ce que ça pourrait avoir des dégâts si c'était le cas? Je pense il est trop tard pour l'Europe d'aller arrêter cette révolution industrielle. De l'instrumentaliser ou de l'arrêter serait se mettre en porte-à-faux par rapport aux autres puissances qui ont déjà une longueur d'avance. Donc, notamment le dollar, qu'on le veuille ou non, nous qui avons construit la DeFi, qui avons participé à la construction de la blockchain, avons aussi participé euh, euh, à, euh, à l'augmentation de la puissance américaine mondialement, parce qu'on n'a jamais eu autant de dollars dans les poches d'Européens aujourd'hui. Notre économie, notre portefeuille, sur les 2 dernières années, on s'est exposé au dollar en vendant des euros. Le dollar par rapport à l'euro s'est effondré plus de 20-30%. Donc si vous n'avez pas fait plus de 20% de yield farming, vous êtes dans le négatif. Si vous revendez, rachetez des euros. C'est un peu remonté depuis. Euh, un petit peu remonté depuis, mais certaines personnes qui ont vendu l'année dernière. Ce que je veux dire par là, en fait, que c'est des Chinois qui sont en train de construire l'Asie, des Chinois qui sont en train de construire leur propre monnaie, qui vont les mettre sur le, ça va être un réseau centralisé. Mais les Américains ont une énorme longueur d'avance avec l'USDC, l'USDT, des milliards d'imprimés sur le marché. Donc il faut que l'Europe ouvre les vannes et aille embrasser cette nouvelle technologie le plus rapidement possible, en enlevant et en étant très clair sur la fiscalisation, sur le système juridique de cette nouvelle technologie, parce que forcément, elle va peut-être être utilisée par des gens qui sont mal intentionnés, mais elle va sûrement aussi, mais elle va surtout permettre d'augmenter euh, énormément de choses, l'accès aux ressources, de permettre d'être beaucoup plus inclusif dans le monde entier. Voilà, des énormes avantages, et forcément, ces avantages-là peuvent être aussi utilisés pour des acteurs qui sont mal intentionnés, c'est sûr.
Et ça va peut-être changer le discours de la blockchain c'est bien, mais Bitcoin c'est mal, qui était là depuis quelques années, mais qui change un petit peu, surtout si on doit se diriger vers un monde où la crypto-monnaie fait foi, et auquel cas il faudra trouver d'autres solutions pour capturer de la valeur crypto-monétaire que d'imprimer des dollars ou des euros comme ils le font, comme la société et les pouvoirs politiques le font depuis plusieurs décennies pour résoudre certains problèmes en tout cas. C'est sûr. Mais après, je pense en fait qu'il est jamais arrivé dans le monde actuel qu'on a accès à une technologie aussi puissante, à part le monde nucléaire, euh, et qui va reposer euh, l'ensemble des choses qui ont été apprises dans le passé. Euh, Parce que si vous pouvez arriver à monter juste par un simple clone et un fork sur GitHub, à monter un auto-market maker ou à monter un système de paiement ou à envoyer des assets dans le monde entier, alors la régulation ne doit plus être vue comme un système régulatoire archaïque qui, faut savoir par exemple que les communes de partage, Uber, euh, Airbnb des choses comme ça ont été extrêmement régulées au tout début et encore maintenant parce que c'était une peur sur notre système actuel. Donc il faut savoir parce que certaines personnes sont nées dedans, mais Airbnb ou Uber ou Blablacar avaient été sanctionnés au début, hein, ne pouvaient pas être utilisés par les citoyens. Mais ces produits-là en fait sont centralisés. Car en fait l'économie de partage c'est une pieuvre, elle est centralisée, il y a quelqu'un derrière qui dirige, mais vous pouvez la réguler. Mais qu'est-ce qu'il arrive dans un monde où la technologie, on dit l'Europe ou d'autres pays pourraient interdire. Ça veut dire quoi? Interdire quelque chose qui ne peut pas être interdit, quelque chose qui ne peut pas être stoppé. Et là, en fait, c'est là, en fait, c'est même plus des questions économiques, c'est des questions aussi psychologiques, des questions, en fait, sociétales qui vont devoir se poser. C'est comment on arrive à une technologie ou comment on peut utiliser une technologie qui ne peut pas être arrêtée. C'est ça qui est intéressant. Et ça rentre totalement dans le cadre de ce que vous faites chez Rect et d'un article qui est sorti d'ailleurs qui s'appelle Psyops il y a quelques jours, et je mettrai ça Ouais. en description. Merci beaucoup Julien d'être venu éclairer en tout cas sur ce sujet-là qu'on va garder à l'œil parce qu'effectivement ça pourrait changer beaucoup de choses cette technologie et s'incarner particulièrement dans ce conflit. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de venir. Eh ben, c'est toujours un plaisir, Julien, de te recevoir sur cette chaîne. Je vous mets également en description et en fiche une vidéo de Lilian qui est sortie il y a tout juste quelques heures sur Cryptost et qui met en perspective cette montée en tension entre l'Ukraine et la Russie et particulièrement le changement de vision qu'a pu avoir la Russie sur la classe d'actifs des crypto-monnaies, sur le minage et les différentes prises de position de Vladimir Poutine sur Bitcoin qui pouvaient peut-être présager de ce début de conflit. Donc voilà, Lilian revient un petit peu sur ses antécédents et sur cette vision qui a changé ces dernières semaines, puisque la Russie est devenue bien plus crypto-friendly qu'à une époque. Donc je vous mets ça en description et en fiche. Et je vous mets également en description les différentes sources qu'on a pu citer dans ce podcast. Encore une fois, merci Julien d'être venu nous éclairer sur cette position-là et on essaiera de la suivre dans les prochaines semaines et les prochains jours donc sur Cryptost. À bientôt.